Situé à 750 km au sud de Miami et à 300 km au nord-ouest de la Jamaïque, l'archipel des Caïmans englobe 3 îles, Grand Caïman, Petit Caïman et Caïman-Brac, sur une superficie de 260 km². Du fait de la nature poreuse de calcaire, les îles n'ont ni rivière ni courant. Cette absence donne à la mer des Caraïbes sa visibilité exceptionnelle, souvent au-delà de 40 mètres. L'archipel constitue un cadre idéal pour la plongée. D'abord baptisées Las Tortugas, tortues par Christophe Colomb, elles furent appelées Lagartos, alligators, et enfin furent appelées vers 1540 Caimanas, venu du mot caribéen qui désigne les crocodiles marins. À cette époque, on raconte dans les récits que le tir au crocodile dans l'île était le passe-temps dominical. Rattachées à la Jamaïque jusqu'en 1962, elles ont le statut de colonie de la couronne britannique, disposant de l'autonomie interne. Georgetown, la capitale, est le siège de l'État et le 5e centre financier du monde, dû en partie à l'exonération des charges fiscales. Les Caïmanais sont pour la majorité de religion anglicane. La messe du dimanche est sacrée. Les chants gospel y sont rois, au service d'une grande ferveur. Mais les après-midi du dimanche, les Caïmanais quittent leurs beaux habits pour se retrouver plus légèrement vêtus sur l'unique plage publique qu'animent les DJ rappeurs. Dans le prolongement du tourisme jamaïcain, l'activité touristique bénéficie de la situation géographique de l'archipel des Caraïbes, avec son soleil et ses plages, tout en bénéficiant des vestiges amérindiens. Les îles Caïmans surprennent, car tout ici est patrimoine protégé, réserve naturelle, flore, faune, en mer comme sur terre. Un cottage traditionnel restauré, en crayonnage et torchis. 10 hectares de splendeur et de senteur. Des jardins dédiés aux fleurs, aux arbustes, aux fruits locaux. Toutes les promenades sont découvertes et enchantements. Le jardin botanique de la reine Elisabeth II, avec ses nénuphars, Alamanda, la fleur jaune, les dattes rouges, l'obina, celle qui ressemble à une pomme de pin rouge. Les parfums sont ivresse, l'œil est comblé. Les fleurs y déclinent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Little Cayman Trust est un bâtiment dans le pur style caïman. Bonjour et bienvenue à Little Cayman. Welcome to Little Cayman and the National Trust. Surplombant les colonies de freux, de hérons, les oiseaux ici vous invitent dans leur paradis de 33 hectares protégés. Parmi eux, les célèbres fous à pieds rouges, le merle vantard, la piste naturelle de Salt Hawk, s'étendant sur 1,5 km, permet de découvrir l'environnement naturel de Petit Caïman. Pour les téméraires, le National Trust de Grand Caïman propose une marche aventureuse dans le Mastic Trail. Accompagnés d'un guide, les marcheurs empruntent le chemin naturel qu'utilisaient les habitants du nord de l'île avant la construction des routes. Arbres tropicaux, oiseaux exotiques sont au rendez-vous dans cette mangrove marécageuse en pleine forêt vierge. Barry, la directrice du National Trust, en superwoman tout sourire, a été notre guide. Bienvenue au Mastic Trail du National Trust. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter le National Trust. Cet organisme a été créé il y a 14 ans par un groupe de volontaires qui a décidé que le National Trust devait appartenir aux Caïmanais. Nos objectifs premiers sont de préserver l'environnement ainsi que certains sites historiques.
Ils ont travaillé très dur pour mettre en place des programmes de préservation de la nature et de sauvegarde du patrimoine historique. Les programmes de sauvegarde de l'environnement ont permis de préserver depuis 14 ans 10 hectares de forêt naturelle, et ce grâce aux donations, aux legs et aux galas de charité. C'est ce qui me permet aujourd'hui de vous emmener faire une balade au cœur de la forêt de Grand Caïman. Voici une plante à laquelle vous ne devez surtout pas toucher. Elle est très venimeuse et dangereuse. C'est la maiden plant. En la touchant, vous risquez de grosses brûlures et irritations très douloureuses. Alors, ne touchez pas la maiden plant. Bienvenue, vous êtes ici dans la mangrove noire. Regardez cet endroit, c'est fantastique. Il vous donne vraiment un sentiment de protection et d'étrangeté. C'est ce qu'on appelle la mangrove noire. Regardez, vous ne remarquez rien d'étrange? Il n'y a qu'une espèce végétale ici. Pourquoi? Parce que l'eau est très salée. Regardez cette eau, elle est toute marron. Les gens disent « bah, elle est sale ». Mais en fait, elle est pleine de nutriments en raison des feuilles qui tombent des arbres et qui stagnent dans l'eau. Cette eau très riche circule vers la côte et nourrit les poissons et surtout les tout-petits, les bébés des eaux avoisinantes. Les alevins sont comme dans une sorte de nurserie dans la mangrove. Ils sont nourris par cette eau marron où ils grandissent parmi les racines. Ces racines sont celles de la mangrove noire. Elles lui permettent de respirer, même quand l'eau monte, comme aujourd'hui par exemple, et ces racines permettent également de voir les différences de niveau de l'eau. En nous éloignant de la mangrove noire, nous pourrons découvrir des centaines d'autres espèces végétales, car la concentration de l'eau en sel sera moins importante du fait que nous serons sortis de cette cuvette qu'est la mangrove noire. Ici, c'est la mangrove noire qui fait la loi. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est le cadavre d'un palmier royal. Les braconniers abattent l'arbre pour récupérer les nids de perroquets qu'ils vendent ensuite dans les animaleries. La chaleur, les inconnus du marécage, les insectes, rien n'arrête Barry dans sa course passionnée. Voici un très vieux puits rempli d'une merveilleuse eau fraîche et claire, filtrée par son passage à travers les rochers. Les îles Caïmans étaient très populaires au XIXe siècle, car elles constituaient une réserve d'eau et de viande fraîche, comme les tortues de mer, que les galériens embarquaient sur leurs bateaux. Au XIXe siècle, nous étions la station-service des Caraïbes. Laissez-moi vous montrer cette faille, résultat du mouvement tectonique des plaques. Imaginez les Caïmanais au XIXe siècle traversant cette forêt et découvrant ce gros trou dans le sol. À l'époque, on croyait que le diable vivait sous terre et que si l'on se comportait mal, il surgirait de la faille pour vous attirer vers les profondeurs. Qu'en pensez-vous? Tout ceci est peut-être vrai? Ce qui est sûr, c'est que les Caïmanais croyaient à toutes ces superstitions. Le Mastic Trail est rempli de toutes sortes d'histoires et j'espère que vous en aurez retenu quelques-unes. Merci de votre visite. La mangrove, les marais, représentent les 2/3 de l'île. Les moustiques sont devenus la véritable plaie. En 1974, on en comptait 800 000 par nuit. Une année, 40 vaches sont mortes, étouffées par les moustiques. D'où la création d'un centre de recherche et d'intervention,
le Mosquito Research and Control Unit a eu la mission de se débarrasser de cette horde meurtrière. Pari gagné puisque certaines nuits, selon le temps et la lune, on n'en compte plus que 30 000. Après la collecte, les sacs sont placés dans un congélateur. Et c'est Nelly qui, depuis 35 ans, a la charge de compter chaque jour ces petites bêtes indésirables. Très soucieux d'écologie, le centre tente en priorité de diminuer le nombre de larves en utilisant les bactéries qui sont dans l'eau et multiplie les poissons qui détruisent les larves. Cependant, le Mosquito Research est obligé de se faire aider par des moyens moins écologiques que sont les insecticides propulsés 3 fois par semaine sur l'île avec les canadaires et leurs pilotes chevronnés. Un centre unique dans toutes les Caraïbes. Impressionnante façon de visiter Cayman by Night. Ce reptile aux élégantes carcasses d'écailles se moque bien des moustiques. Autre curiosité des Caïmans, la tortue. Lorsque Christophe Colomb découvre les îles Caïmans en 1503, il les appelle las tortugas, les tortues. Il y avait à cette époque tant de tortues que les îles paraissaient couvertes de roches. Maintenant protégées, ces créatures uniques peuvent être admirées dans cette ferme d'élevage où 8000 œufs sont incubés chaque année avec ses 16 000 pensionnaires. Un tiers d'entre elles seront chaque année remises à la mer, pour le plus grand plaisir des plongeurs. Ken est, semble-t-il, très heureux de diriger cette ferme unique qui fait rêver 300 000 visiteurs chaque année. La ferme a été créée en 1968. Au départ, elle a été créée dans un but commercial. Depuis, l'objectif a changé. Actuellement, il s'agit de préserver les tortues et d'éduquer les visiteurs pour mieux les protéger. La ferme constitue un cycle complet de reproduction. Toutes ces tortues sont nées d'œufs pondus par nos tortues d'élevage. La saison de nidification va de mai à octobre. La moyenne est de 120 œufs par ponte. Et les tortues pondent environ 10 fois dans la saison. L'époque de reproduction s'étend des mois de mai à octobre. Durant cette période, les tortues sortent du bassin d'élevage, la nuit tombée, et s'installent sur la plage pour y pondre leurs œufs. Ces œufs sont immédiatement emportés au couvoir, où le personnel de la ferme supervise régulièrement le processus d'incubation. Si depuis 1980 la ferme a retourné 39 000 tortues à la mer, dans le cadre du repeuplement de la nature, 80% sont destinées au commerce. Elles sont vendues à 5 ans et certaines seront mijotées à la sauce caïmanaise, nourriture convoitée de tous les habitants.
Les œufs sont collectés et amenés à la nurserie. Ils sont mis dans des petits conteneurs en polystyrène où ils restent 60 jours. Au bout de cette période, les petites tortues qui viennent de naître sont transférées dans des cagettes remplies de sable où elles restent de 2 à 5 jours en attendant que leur cordon ombilical se détache et cicatrise. Elles sont ensuite transférées dans des bassins où elles commencent leur vie à la ferme. Oui, il y a une tortue que je connais en particulier. Quand je suis arrivé à la ferme, c'est la première tortue dont j'ai eu à m'occuper. Il y a entre nous une relation assez particulière, car j'ai voulu montrer que j'étais fort et que je pouvais m'en occuper seul. Et quand j'ai essayé de la prendre, elle s'est débattue, m'a mordu, m'a cassé le doigt et une de ses nageoires m'a blessé au niveau de l'épaule. Les débuts à la ferme ont donc été assez difficiles. Les tortues ne reconnaissent que la personne qui les nourrit. Si j'avais un t-shirt bleu, je pourrais les mener d'un bout à l'autre du bassin. Mais non, les tortues ne me reconnaissent pas personnellement. La plongée et le snorkeling sont les atouts majeurs de ces îles. Des tortues vertes aux tarpons, des récifs coralliens jusqu'aux somptueuses gorgones, sans compter les épaves. La plongée ici est une découverte qui attire les plus grands amateurs d'aventures sous-marines. Des surprises pour les plus blasés des plongeurs. Partir sur une île déserte et rêver dans une eau cristalline à 27 degrés. La Terre est à quelques miles et l'on est au bout du monde. Paresse ou sérénité, un temps pour mieux vivre. Départ pour Stingray City. Préparation des calamars pour une rencontre planante avec des raies géantes pouvant atteindre 50 livres. Ron et son skipper dirigent une de ces grandes compagnies de l'île qui transportent chaque jour les plongeurs sur les plus beaux sites. Bonjour et bienvenue à Stingray City. Maintenant, allons nager avec les raies. Stingray City est maintenant le site de plongée le plus célèbre au monde. Le premier Stingray City Sandbar a été nommé ainsi par Jerry Murphy du Skin Diver Magazine il y a environ une quinzaine d'années, dans les années 80. Stingray City est un site très populaire qui accueille aussi bien les plongeurs en bouteille que les plongeurs en masque et tuba. Le site est peu profond et n'est constitué que de sable et de raies. Les raies qui sont présentes en abondance sont amicales. Elles sont nourries, choyées, caressées et appréciées. Les touristes les adorent. Stingray City constitue une expérience unique, tant pour les plongeurs confirmés que pour les débutants. On y a la garantie de plonger avec des raies gentilles. Les raies étaient connues sous le nom de poissons du diable. Mais en fait, ce sont de jolis poissons, de belles créatures. Elles font partie de la famille des requins. On peut en trouver de très petites comme de très grandes. Elles peuvent peser jusqu'à 40 à 50 livres. Toutes les raies de Stingray City sont des femelles. On ne sait pas pourquoi il n'y a que des femelles. On pense que la nuit, elles quittent Stingray City et passent la barrière de corail. Nous avons donné des noms à certaines raies. Par exemple, Dark Vador, X-Ray, U-Ray, Gamma Ray. Certaines sont vraiment amicales. Une a eu la queue coupée. On l'appelle Stubby.
Ces raies reviennent toujours, quel que soit le temps. Elles sont toujours là pour le plaisir des plongeurs et des snorkelers. Il y a beaucoup de rumeurs quant à la découverte du site de Stingray City. La légende veut que ce soit des pêcheurs locaux qui aient attiré les raies dans la région en venant nettoyer leurs poissons. Quand je suis arrivé en 1980, personne ne connaissait l'existence du site. Vers 1984, les bateaux de Bob Soto Diving ont découvert les premières raies non loin des récifs. C'est alors que nous avons commencé à plonger avec elles, et ce fut le début de Stingray City. Le nom du site vient du magazine Skin Diver, qui l'a dénommé ainsi en 1984. Depuis, c'est le site de plongée le plus célèbre au monde. La première fois que Jean-Michel Cousteau est venu plonger aux îles Caïmans, j'étais ravi d'être son hôte et de l'emmener plonger à Stingray City. J'avais déjà emmené plusieurs personnes à Stingray City. Et dans les premières minutes, les gens étaient un peu intimidés par les raies. Mais Jean-Michel Cousteau, le fils du célèbre Cousteau, quand il s'est assis dans l'eau, on ne voyait que ses grands yeux ouverts, ahuris à travers le masque. Et on pouvait lire dans son regard qu'il se disait « Moi, Jean-Michel Cousteau, je vais mourir à Stingray City ». Mais après quelques minutes, il s'est décrispé et a commencé à jouer avec les raies. Après, on a bien ri de cette histoire. Et on s'est dit que tout le monde est humain et qu'il est bien normal d'être intimidé quand on se retrouve face à autant de raies. En 30 minutes par avion, nous arrivons à Little Caïman, sur l'herbe, mais avec la certitude que tout véhicule doit s'arrêter lorsque l'avion doit ensuite traverser la route avant de couper les gaz. Si les voitures doivent laisser la priorité aux avions, une autre priorité est exigée sur cette île. Une île insolite de 16 km de long et de 1 km de large, fière d'abriter une population d'indigènes d'iguanes estimée à 2000 spécimens. Le long de la grande route côtière, des panneaux peints par des artistes locaux ont été installés pour demander aux automobilistes de laisser la priorité aux iguanes. Depuis 1990, le gouvernement a pris la décision de les protéger. Ce reptile, à la crête dorsale d'écailles pointues, est herbivore. Il aime particulièrement les bananes, que les habitants veulent bien lui donner, ou les papayes qu'il trouve facilement dans son environnement. Le mâle est polygame et bagarreur. Si deux mâles se rencontrent en enclos, l'un des deux va mourir, après un dur combat. En liberté comme ici, le plus faible a la possibilité de s'esquiver au plus vite. L'iguane a le sang froid, ce qui explique son va-et-vient entre ombre et soleil. Ces iguanes bleues sont uniques au monde. Un regard qui impressionne, une manière d'être caïman vôtre.